Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Les débats, c'est ce dont il est question aujourd'hui, puisqu'il existe tout un bruit médiatique autour des positions de la sociologue Nathalie Henich, qui décrit ce qu'elle nomme le wokisme comme, je cite, un totalitarisme d'atmosphère. Alors c'est une notion qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'est aussi l'occasion de proposer un contrepoint savant sur cette notion de totalitarisme, à la fois très importante dans l'histoire des idées, et pas du tout simple à cerner. Pour faire cette mise au point et ouvrir la discussion, Pierre Salmon, du département d'histoire de l'ENS, rue d'Ulm, a convié 3 collègues mercredi dernier, le 31 mai 2023, et m'a proposé de retransmettre la séance, ce dont je suis très heureux puisque c'est une des vocations de ce podcast, de pouvoir rebondir sur l'actualité savante et le débat public. Vous allez donc entendre leur débat, suivi d'une partie des échanges avec le public, une prise de son qui s'est décidée au dernier moment, ce qui explique parfois de petits bruits parasites, nous nous en excusons. Vous retrouvez toutes les autres émissions et les autres débats historiographiques sur le site parolehistoire.fr ou la chaîne YouTube de l'émission. Merci et très bonne écoute. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cet événement. Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots pour expliquer ce qui nous a poussé en tant que département de l'ENS à organiser cet événement. Alors, il faut dire en guise de préambule que cette table ronde est le produit d'un profond désaccord. Tout est parti de la surprise qui a été la nôtre quand nous avons découvert qu'en ces murs, en ce moment même, une rencontre était organisée pour expliquer en quoi le wokisme est-il un totalitarisme. Depuis peu, il y a des observatoires qui fleurissent pour donner un habillage savant, scientifique, pseudo-scientifique, à un discours idéologique, disons réactionnaire. Le tout pour servir un agenda politique. Le même phénomène est observable dans la presse. La science, on le pense, mérite mieux que ça. Cet événement sur le wokisme fait entrer dans nos murs un phénomène omniprésent dans les débats publics, le renversement des mots, des concepts, des faits historiques, à des fins idéologiques. Alors certes, le sens des mots, fort heureusement, évolue. Certes, l'histoire est fille de son temps, donc il n'est interdit à personne de peser le cours des événements, mais les faits historiques, les concepts qui servent à comprendre tant le présent que le passé n'ont pas à être manipulés à des fins idéologiques. L'usage de l'histoire ne peut faire l'économie de la rigueur nécessaire. Dès lors, la question se pose de comment réagir. Il n'est pas question d'interdire, pas question de chahuter non plus d'autres événements. Est-ce qu'il faut toujours aussi être dans le contre-discours, dans le fact-checking, au risque d'être absorbé dans des polémiques idéologiques ? On pense que l'histoire n'en sort pas toujours gagnante. En tant que département, nous pouvons apporter au débat un éclairage en faisant ce que nous savons faire, organiser un échange scientifique rigoureux qui se situe au-delà des polémiques idéologiques. Le débat historique a son importance pour comprendre notre société. Je cite ici René Raymond qui disait que comprendre le présent est impossible à qui ignore tout du passé. Ce passé totalitaire, il a été scruté de près par les 3 intervenants qui nous font l'honneur de leur présence. Marie-Anne Matar-Bonucci, je vous présente, bonjour. Professeur d'histoire contemporaine, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 8. Vous êtes entre autres directrice de la revue Alarmée, membre de l'Institut français de géopolitique, spécialiste de l'histoire contemporaine et plus spécifiquement du fascisme, de l'antisémitisme et du totalitarisme. Vous avez notamment publié un ouvrage intitulé « Totalitarisme fasciste » aux éditions CNRS en 2018. Nicolas Offenstadt, bonjour. Nicolas Offenstadt, maître de conférences HDR à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du laboratoire IHMC. Vous travaillez maintenant sur l'urbex, sans pour autant abandonner vos autres terrains de recherche, comme la Première Guerre mondiale, RDA et l'historiographie. Je pense par exemple à un ouvrage collectif sur les mots de l'historien, et c'est à ce titre, entre autres, que vous avez réfléchi à l'usage de certains concepts comme celui de totalitarisme. Enfin, Nicolas Chesma, bonjour, qui nous fait l'honneur de venir depuis l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes, Nicolas Chesma, membre de l'ICLEA 4, maître de conférence. Vous êtes spécialiste du fascisme ou des fascismes, du franquisme, de la transition espagnole. Vous avez travaillé avec Robert Paxton à l'université de Columbia autour de ces thématiques. Une partie de votre travail est consacrée aux élites intellectuelles qui forgent les régimes autoritaires. Ça, c'est pour l'approche par le haut. Et pour l'approche par le bas, vous avez récemment dirigé un ouvrage sur la jeunesse étudiante qui, durant le régime franquiste, était appelée à servir dans le cadre d'un service de travail universitaire. J'ai appris tout récemment aussi la prochaine publication dans moins d'1 an d'une synthèse sur l'histoire de la dictature franquiste apparaître chez Critica.
En guise d'ouverture, je voudrais poser quelques questions sur le sens des mots, c'est ce qui nous amène ici, et commencer par les débats qui étaient ceux de l'entre-deux-guerres. Alors on sait maintenant, ça a été bien décrit, comment l'arrivée au pouvoir de Mussolini, d'Hitler, de Staline a amené les contemporains à s'interroger, à chercher de nouveaux mots, de nouvelles catégories pour nommer ces nouveaux régimes qui font leur apparition au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc c'est dans ce cadre que les néologismes de totalitarisme arrivent, de fascisme, entre autres. Donc, une question générale, et puis je vais la décliner, pour s'interroger sur la distinction qu'il faut opérer entre totalitarisme d'un côté, fascisme, entre totalitarisme et autoritarisme, et entre, justement, populisme, peut-être, on y reviendra. Donc je voudrais commencer avec Marianne Matar-Bonucci pour vous poser la question justement sur le fascisme italien, est-il toujours un totalitarisme? Pourquoi? Donc je vous le demande. Bien, merci. Merci pour cette invitation. Alors, je vais répondre autant que je puis le faire à votre question, mais d'abord 2 mots sur la posture, donc, et ce qui justifie c'est l'organisation donc de cette rencontre. Si j'ai bien compris, je partage la posture qui est la vôtre, qui consiste à dire qu'il ne faut pas dévoyer certains concepts donc, qui ont un sens en histoire, en sciences politiques. Et j'ai souvent été confrontée à cela, y compris très récemment, lorsque Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir. Donc j'ai été souvent sollicitée par des journalistes et j'avais beaucoup de mal à faire entendre, et souvent les journalistes de la presse de gauche en particulier attendaient à ce que je dise au secours, le fascisme va revenir, les chemises noires, on va bientôt les retrouver. Non, on ne peut pas dire ça de Giorgia Meloni, qui représente un réel danger pour la démocratie, mais qui n'est pas pour autant porteuse à l'heure actuelle d'un projet fasciste. Alors, je crois que c'est très important de bien choisir ces mots, de ne pas dévoyer ces concepts, parce que si on est attaché à la démocratie, ce qui est mon cas et ce qui est, je pense, le cas de la plupart de ceux qui sont ici, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Et donc, crier au loup quand il y a simplement un renard, ça ne se combat pas pareil, en supposant qu'il faille les combattre. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un point important. Alors, s'agissant du totalitarisme, évidemment, c'est un concept que j'ai beaucoup travaillé et qui est né, je crois que c'est important de le rappeler justement, en Italie, dans le contexte même du fascisme. Et c'est une histoire très curieuse parce que le totalitarisme naît chez des opposants au fascisme d'abord, et ensuite réapproprié par les fascistes eux-mêmes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de ce type-là, peut-être dans les mouvements antiracistes, les gens qui se sont réappropriés les stigmates, mais là, en l'occurrence, donc, il y a eu, à partir de la fin des années 20, une théorisation. Alors, je crois que ça vaut la peine de rappeler qui a, pour la première fois, employé ce mot. C'est un libéral, donc de l'opposition démocrate libérale, qui s'appelait Giovanni Amendola, qui était un opposant au fascisme. Et c'est très tôt qu'il fait ce diagnostic, puisqu'il écrit un article dès 1923. Alors, je vais quand même juste vous citer, parce que c'est vraiment un très beau texte. Je ne sais pas si je le retrouve, j'avais essayé de le retrouver. Voilà ce qu'il écrit. Donc, c'est après le fascisme arrive au pouvoir, je vous rappelle, en octobre 22. Dès 23, il commence à trafiquer la loi électorale pour faire en sorte que le parti fasciste soit majoritaire. Et voilà ce qu'Amendola écrit en 23. Je fais de la traduction de l'italien. Vraiment, la caractéristique la plus forte du mouvement fasciste restera, pour ceux qui l'étudieront dans le futur, l'esprit totalitaire. Donc là, il parle d'un esprit totalitaire. Cet esprit ne permet pas à l'avenir d'avoir, je trouve la formule très belle, des aubes qui ne seront pas saluées par un salut romain, par un geste romain, qui ne permet pas au présent d'avoir des âmes, des esprits qui ne se plient pas à un credo. Et le verbe credo devient un des slogans du fascisme, au sens d'une croyance. Et cette guerre de religion qui se déchaîne en Italie offre une foi, etc., etc. Bon, toujours est-il que c'est un texte très fort, que Amendola comprend dès ce moment-là, et on est en 23, avant les lois fascistissimes qui sont adoptées 2 ans plus tard et qui, cette fois, mettent vraiment fin
à toute forme de démocratie, et il comprend déjà que le ver est dans le fruit et que le ver est très dangereux puisqu'il va détruire donc la société démocratique libérale qui était loin d'être, qui était en train de se construire. Alors ensuite, d'autres, toujours dans l'opposition plutôt démocrate-libérale, quelqu'un comme Sturzo par exemple, qui vient du catholicisme, qui est le fondateur du Parti populaire italien, va l'employer à son tour en établissant assez rapidement une comparaison d'ailleurs avec le communisme. Et c'est aussi à partir des années 20 que cette fois dans la presse américaine, pour la première fois, le vocable est employé pour parler de ce qui se passe en Union soviétique. Alors, je vous le disais, ce qui est intéressant, bon, je ne vais pas faire un cours, je vous rassure, mais je fais vite. Ce qui est intéressant, c'est que le terme donc, est réapproprié très rapidement par Mussolini, qui l'emploie dans un discours de manière positive dès la fin des années 20, puis il est théorisé par celui qui va devenir le principal philosophe du fascisme, Giovanni Gentile, donc, qui va expliquer donc, effectivement, le fascisme est une forme de totalitarisme en ce sens qu'il y a un absolu dans le fascisme qui est l'État. Et il y a des formules du type « tout dans l'État, rien en dehors de l'État ». Telle est la conception donc, du totalitarisme fasciste. Après, donc, jusque-là, je dirais, le terme renvoie quand même essentiellement à une dimension qui est celle du fascisme, puis du national-socialisme. Là où les choses vont commencer à se compliquer, c'est évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout dans le contexte de la guerre froide, où cette fois, parce que par un certain nombre de chercheurs à l'école de Francfort, je pense aussi à Friedrich et Brzezinski, tous ceux qui vont s'employer, Hannah Arendt bien évidemment, tous ceux qui vont s'employer à construire donc une réflexion autour du totalitarisme, identifieront en général des formes de parenté entre essentiellement le national-socialisme et le régime stalinien. Et là, on a un nouveau paradoxe, c'est que si le concept est né en Italie pour l'Italie, l'Italie va être rapidement oubliée et sera considérée finalement comme par de nombreux historiens notamment, comme un régime qui n'était pas totalitaire. Et puis, dans les années, à partir des années 60-70, quand se développe en Italie une véritable historiographie du fascisme, le concept est réintroduit par un historien qui a joué un rôle très important dans l'historiographie, qui s'appelle Renzo De Felice. Mais De Felice reste relativement isolé parce que l'historiographie est dominée à ce moment-là plutôt par un courant communiste marxiste. Le Parti communiste italien exerce une forme d'hégémonie sur la vie culturelle. Et donc, il y a toujours une difficulté des historiens à employer ce vocable qui est estampillé comme un mot de guerre froide pour attaquer les communistes. Et les choses vont, je dirais, se dégeler peu à peu après la chute du mur, en gros, et au XXIe siècle, le concept est redevenu un outil véritablement dans les travaux. Alors, il y a quelqu'un, j'ai vu, qui vient de donner une interview sur la revue du Grand Continent, qui est Emilio Gentile, qui a beaucoup insisté précisément sur cette lecture-là. Et pour Gentile, et ça, de mon point de vue, ça peut se discuter tout de suite, le fascisme arrive avec un projet totalitaire, dès 1919 pratiquement, dès la fondation des faisceaux. Bon, là, il peut y avoir débat là-dessus, mais, et je vais m'arrêter, peu à peu, donc, les idées de Gentile ont fait leur chemin, et aujourd'hui, beaucoup d'historiens se réapproprient, et je terminerai par là, ce concept, parce qu'il montre précisément ce qu'il pouvait y avoir dans le fascisme italien, au fond de terrifiant. Il y avait bien une forme de terreur dans ce régime, même si elle n'était pas comparable à l'Allemagne national-socialiste. Autrement dit, il redevient un concept utile dans un contexte qui est un contexte de défascisation du fascisme en Italie. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. Alors, du point de vue, pardon, mais je ne sais pas si on peut en dire juste, parce qu'il y a tout un débat. Bon,
vaste débat sur le totalitarisme. Fascisme était-il totalitaire ou pas? Mais il y a un débat non moins important pour caractériser le fascisme. Et donc, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, le fascisme, de mon point de vue en tout cas, mais de nombre d'historiens, était un régime totalitaire. Mais il y a des totalitarismes qui, évidemment, ne sont pas fascistes. Alors, j'ai une définition du fascisme, mais je vous la proposerai peut-être dans un deuxième temps, et en vous montrant comment il y a une partie seulement qui se réfère au totalitarisme. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais maintenant donner la parole à Nicolas Chesma sur un point pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, notamment sur les attaques. Les attaques à l'époque, et je pense au franquisme, qui, dès la guerre civile espagnole, est accusé d'être une forme de fascisme. Il y a un débat, les fascistes contre les antifascistes, et on dit que c'est une forme de fascisme, un nouveau fascisme qui serait arrivé en Europe. Et après, évidemment, il y a eu un travail des chercheurs pour démonter cette accusation politique, mais aussi caractériser, notamment avec la notion d'autoritarisme. Alors, est-ce que vous pourriez revenir dessus, s'il vous plaît? Alors, effectivement, à la sortie de la guerre civile en Espagne, en 1939, la dictature de Franco, le régime lui-même, se définit en tant que totalitaire et en tant aussi que fasciste. C'était aussi dans l'esprit de l'époque, c'était aussi à cause de l'aide italienne et allemande, de l'Allemagne pour gagner la guerre civile. Donc, au fur et à mesure que... Donc, il ne faisait pas de débat le fait que le régime lui-même se définit en tant que fasciste. Cela posait des problèmes déjà. Donc, il y avait évidemment une partie de l'Église catholique qui n'était pas forcément d'accord. Donc, l'entente, d'ailleurs, entre la dictature franquiste et l'Église catholique ne vient pas aussitôt après la fin de la guerre civile. L'accord n'est signé qu'en 1941. Donc, on a 2 ans un peu d'hésitation, entrée en Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc c'est juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et un peu avant, à partir de 1943-1944, que le régime commence à éviter la définition de la dictature en tant que fasciste, en tant que totalitaire. Donc là, on traverse une période un peu de manque de définition. On fait appel à un régime plutôt nationaliste, on fait appel à des modèles plutôt de démocratie catholique, etc. Mais finalement, c'est surtout dans les années 50 et surtout à travers la politologie nord-américaine qu'on va retrouver cette notion d'autoritarisme sur laquelle il y a un auteur espagnol, Juan José Linz, je vous le montre sa Bible. Il faut toujours porter des bouquins avec nous. Il ne faut pas oublier qu'on est des historiens, on a des sources, on a des auteurs. On est un peu comme les exilés qui se promenaient dans la nature avec leur bibliothèque, avec les camions en train de sauver un peu de morceaux de culture. Donc, effectivement, Juan José Linz est une personne d'origine espagnole, mais aussi allemande. Et lui va recevoir une bourse pour aller étudier à l'Université de Columbia aux années 50. Et lui va développer, justement par ce manque d'utilité, de fonctionnalité de la notion de totalitarisme. Dire, le totalitarisme n'était pas une notion fonctionnelle pour définir la plus grande partie des dictatures qui existaient déjà, qui avaient survécu à la Deuxième Guerre mondiale, pas seulement l'Espagne, mais aussi le Portugal de Salazar. On a tendance à éviter aussi le cas du Portugal, alors qu'il est quand même très intéressant, la péninsule ibérique dans l'ensemble. Mais aussi, il y avait les dictatures qui commençaient à apparaître suite au processus de décolonisation. Donc, on ne trouvait pas de véritable notion fonctionnelle pour pouvoir définir ces dictatures qui n'étaient pas exactement des dictatures personnelles, n'étaient pas non plus exactement des dictatures militaires. Et dans le même cadre, avec l'évolution du régime franquiste, continuer à appliquer le terme totalitaire au fascisme n'était pas fonctionnel et surtout n'était pas intéressant non plus pour les intérêts du département d'État nord-américain. Parce qu'il y a une forme de collaboration qui était en train de se former depuis la fin des années 40 et même avant. On a beaucoup parlé de l'isolement de la dictature franquiste qui est condamnée par l'Assemblée générale de l'ONU et définie en tant que régime fasciste en décembre 1946. Mais ce n'est pas une notion fonctionnelle parce que ça ne revient pas à la vérité de la situation à l'international du régime franquiste qui n'est pas accepté à l'OTAN. Mais le Portugal, il est accepté à l'OTAN, alors que c'est une dictature. Donc l'OTAN n'est pas non plus un organisme qui rassemble que les démocraties. Il y a des dictatures, mais c'est une dictature qui n'a pas son origine dans l'époque fasciste. Donc c'est Juan José Linz
Ça reste à débattre si c'est par des raisons académiques ou c'est par des raisons idéologiques politiques. Lui va développer cette notion de autoritarisme comme une forme de régime intermédiaire entre démocratie et totalitarisme. Donc c'était juste une question de fonctionnalité. Le terme totalitarisme était ancré aussi bien dans l'esprit des gens et aussi bien dans la politique extérieure des États-Unis comme applicable seulement à l'Allemagne nazie et à l'Union soviétique. C'était la période de la guerre froide. Donc il fallait justifier d'une certaine façon, disons qu'il y avait des dictatures qui étaient très méchantes, c'est les dictatures totalitaires, mais il y avait des dictatures qui étaient moins méchantes. Ou alors susceptibles, capables de faire une évolution, d'évoluer vers une forme de... pas une forme de régime représentatif, mais au moins ils tenaient des élections municipales, des élections à petite échelle, etc. Donc ça, c'était des autoritarismes. Et donc cette notion est devenue très fonctionnelle pour définir ces types de régimes. Et donc on a passé à cette triade, on va dire, de régimes totalitaires, comme surtout liés à l'Union soviétique et à quelques peu de régimes, la Corée du Nord peut-être à partir de la fin des années 50, et régime autoritaire qui s'applique plutôt à l'ensemble des dictatures issues de la décolonisation et va s'appliquer aussi à les régimes latino-américains qui viendront après, même si c'est des régimes plutôt aussi soutenus par les militaires, et ensuite les démocraties. Alors qu'on ne fait pas de différence à l'ensemble, alors que ces régimes sont très différents en fonction des circonstances nationales, du charisme des différents dictateurs, etc. Donc c'est un peu ça ce qui fait tout l'intérêt de la notion d'autoritarisme qui va venir s'imposer. Donc au sein du régime franquiste même, parce qu'ils étaient des franquistes mais ils n'étaient pas des idiots, ils ont vu aussi la fonctionnalité de pouvoir s'appeler comme ça. Donc c'est les élites de régime lui-même qui vont reprendre la notion d'autoritarisme, justement parce que c'était mieux d'être défini en tant qu'autoritaire qu'en tant que totalitaire. Et donc à la fin des années 60, c'est là que le régime va commencer à développer cette idée de nous, on est un régime d'ordre, on est un régime d'autorité. Et d'ailleurs, avec la croissance économique, il viendra cette autre notion de dire on est une dictature de développement qui va être appliquée aussi à la Corée du Sud, etc. Donc on part vraiment à l'échelle globale. Donc moi, comme dernière réflexion, si la notion de totalitarisme n'était pas fonctionnelle pour définir les dictatures, moins encore l'est pour définir des situations, des courants, des pensées, etc. Parce que quand on parle de totalitarisme, c'est ce qu'il disait Hannah Arendt, il nous faut un parti. Il faut un parti-État, il faut cette duplicité entre l'État et le parti, il faut qu'il n'y ait pas de différence entre vie privée et vie publique. Il y a deux notions qui sont fondamentales pour Hannah Arendt, l'antisémitisme, mais aussi l'impérialisme. Il ne faut pas oublier non plus que la plupart des démocraties européennes, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont toujours des empires. Et les politiques qui vont mener dans les colonies et envers les guerres de décolonisation, on va être extrêmement cruels, on va appliquer des tactiques antipartisanes, vont parfois utiliser même des personnels qui venaient des régimes appelés totalitaires. Donc la notion même de totalitarisme n'est pas fonctionnelle à la hauteur des années 60 pour définir la réalité, donc encore moins aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces précisions. Il y a encore beaucoup à dire ici. Je voudrais rebondir avec Nicolas Fünstadt en allant en Allemagne de l'Est. Pour vous demander, Nicolas Fünstadt, Allemagne de l'Est, totalitarisme, je sais que c'est quelque chose qui est revenu dans les débats historiographiques même assez récemment, autoritarisme ou peut-être même autre chose. Oui, merci de la question. Je ne vais pas rentrer tout de suite, je pense qu'on y reviendra sur le fond, c'est-à-dire quel est le meilleur mot pour qualifier le régime de la RDA, mais plutôt pour l'enjeu du terme pour l'Allemagne en général. Juste aussi rappeler les chronologies d'usage. D'abord, il faut le rappeler, surtout puisqu'on est dans un contexte en partie politique, entre guillemets, de la science dans le choix de cette conférence, c'est que le totalitarisme a toujours été double. C'est-à-dire que c'est un concept scientifique, mais vous l'avez tous rappelé, c'est un concept de combat. Donc ça, il faut le rappeler. Et pour l'Allemagne, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux ont toujours marché ensemble. Mais ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que la chronologie
les a séparés. Et donc c'est ça sur lequel je voudrais un peu insister pour montrer qu'en réalité les usages et les définitions du concept pour l'Allemagne ont beaucoup dépendu du contexte, évidemment comme partout ailleurs. Donc je vais vous rappeler les grandes phases, vous les connaissez, mais ça permettra ensuite de rentrer dans le fond du débat peut-être dans un second round. D'abord, en Allemagne, c'est toujours un concept fonctionnel politiquement. Parce que dans le fond, l'Allemagne contemporaine est fondée sur un rejet, évidemment, de tous les systèmes d'oppression et de violence. C'est ce qu'on appelle en Allemagne le consensus antitotalitaire. Et le mot est employé. C'est-à-dire, vous tapez en consensus antitotalitaire, ou en allemand, ou en français, ou ailleurs, vous le trouverez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le fond, ça veut dire qu'il y a une valeur absolue en Allemagne, une forme d'absolutisation de la démocratie, non pas en quelque sorte pour des valeurs démocratiques, mais finalement contre le passé. Et donc, du coup, ce renvoi fait qu'il y a une fonctionnalité politique du terme qui est extrêmement puissante aujourd'hui et qui a des effets politiques très importants sur lesquels peut-être on reviendra dans la discussion. Mais tout ce qui se rapproche, évidemment, d'une réhabilitation du nazisme, n'en parlons même pas, mais même d'une forme de tolérance à l'égard de la RDA, est considéré comme une rupture du consensus antitotalitaire. Donc c'est un enjeu politique très important. Et en ce moment, c'est en train d'exploser encore en Allemagne, parce qu'il y a une journaliste américano-allemande qui s'appelle Hoyer, qui vient de publier une histoire de la RDA que beaucoup d'historiens trouvent justement trop sympathique ou trop empathique avec la RDA. Et donc, il y a un débat colossal en ce moment en Allemagne, chez les historiens, en disant, ben voilà, c'est du révisionnisme, on revient. Et donc, du coup, ces choses-là sont en permanence d'actualité. Et donc, ce débat qui est en train, en ce moment, de se jouer, fait que tout ce que vous dites sur la RDA va être passé à l'aune de cette notion de consensus antitotalitaire. Et donc, la lecture ne va pas être uniquement sur des enjeux qui pourraient être historiographiques ou qui pourraient être importants à l'étranger, mais vont être modelés sous ce terme-là. Donc, c'est donc là, évidemment, la dimension plutôt politique du concept qui est aujourd'hui fonctionnelle en Allemagne, plus que l'historiographie. Alors, je pars du présent et je remonte dans les années 50 maintenant pour dire que, dans le fond, dans les années 50-70, il n'y a pas de possibilité d'autonomie scientifique du concept. C'est un concept de guerre froide, donc il est impossible de travailler sereinement, on pourrait dire, ou avec la distance sur le concept. Puisqu'il y a évidemment une guerre des mots qui est centrale entre les deux blocs, et particulièrement, n'oubliez pas, entre les deux Allemagnes, évidemment, puisqu'au cœur de la guerre froide, c'est les avant-postes. Et donc, du coup, qualifier l'Allemagne de l'Est de totalitaire, c'est évidemment un argument dans le débat, ça revient à la même chose, c'est-à-dire choisir les mots qui vont disqualifier l'adversaire. Mais en face, évidemment, le bloc de l'Est ne reste pas actif, et on qualifie dans les années 50, c'est le terme qu'il y a dans les sources, les nazis fascistes d'Adenauer. Donc, du coup, là, évidemment, on n'est pas dans des questions disons, de sémantique historienne, même si on sait que la sémantique historique est importante en Allemagne, on est vraiment dans le Kampfbegriff, dans le concept de combat. Autrement dit, et ce qui est très intéressant, c'est que les choses changent en fonction des enjeux de guerre froide. Et on le voit dans les années 50-60, à l'idée la RDA est un État totalitaire, on en reparlera peut-être sur le fond après, répond cette idée de la permanence des fascistes de l'autre côté. Donc vous voyez que les enjeux là sont évidemment très puissants politiquement. D'autant que ce n'est pas seulement des mots, puisque effectivement les choses vont très loin, puisqu'il s'agit pour le bloc de l'Est de débusquer les vrais fascistes, les nazis qui sont restés au pouvoir en Allemagne de l'Ouest. Il y a même d'ailleurs un livre qui est très intéressant, c'est le livre brun, qui va être publié dans les années 60, avec la liste de tous les hauts fonctionnaires allemands qui sont dans des anciens nazis. Donc évidemment, et il faut évidemment que l'Ouest réponde à l'accusation d'être des nazis, dans le fond, déguisés en démocrates. Et oui, mais en face, on a des totalitaires, donc du coup, eux aussi sont rabattus sur les... Donc en gros, chacun accuse l'autre d'être finalement la prolongation du nazisme. Donc évidemment, là, le terme de totalitarisme ne peut pas être détaché de cette double... Donc vous êtes les nazis, puisque de toute façon, vos nazis sont au pouvoir. Vous connaissez toutes ces affaires, on pourra y revenir. Mais l'autre dit non, c'est vous, puisque de toute façon, vous avez le même régime, vous n'en êtes que la prolongation. Alors, ce qui est intéressant sur le plan de l'usage du concept, c'est que dans les années 70, lorsqu'il y a une détente interallemande, le terme perd de son intérêt. Puisque du coup, on va transformer ça, effectivement, là aussi, on va parler de la RDA comme d'une dictature moderne. On va souligner d'autres aspects, puisque à partir de 72, notamment, et du traité interallemand, notamment, les choses changent. Donc le terme de totalitarisme devient de moins en moins fonctionnel, non seulement dans la science, mais aussi dans l'espace public. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a
à l'Ouest et publié un livre qui est très utile encore aujourd'hui, qui est refait plusieurs fois, qu'on appelle le manuel de la RDA, DDR Handbuch, donc en gros le vadémécum de la DDR. Et en 1975, lorsqu'il est publié par des Allemands de l'Ouest, il n'y a rien sur le totalitarisme. Ça n'a plus aucune utilité, alors que ça a été le concept de guerre. Mais là, c'est plus utile puisqu'on est dans une période de rapprochement. Donc on trouve à la RDA d'autres formes. Évidemment, c'est une dictature, mais une dictature moderne, une dictature, etc. Donc du coup, là aussi, le terme... Et alors, ce qui est passionnant, c'est la troisième étape, d'une certaine manière, c'est le grand retour du totalitarisme dans les années 90, parce que ça redevient un combat. Évidemment, la RDA est à terre, mais elle reste quand même, ses cendres sont encore chaudes, donc il faut évidemment écraser l'adversaire. Et donc là, il y a une renaissance considérable du concept, à la fois dans la science, bien sûr, il a été renouvelé entre-temps, on y reviendra peut-être, mais aussi dans l'espace public. C'est-à-dire que pour délégitimer définitivement la RDA, qui est évidemment le perdant de l'histoire, du coup, on réutilise beaucoup le terme de totalitarisme. Il avait déjà été utilisé par les dissidents d'Allemagne de l'Est dans les luttes des années 80, mais là, il devient un concept de combat encore, pour dire, voilà, c'est un État totalitaire. Et donc, du coup, on est dans cette prolongation. Et de manière assez intéressante, pour vous dire que l'ambiguïté des mots et le jeu qui en a été fait, c'est que du coup, pour abattre en quelque sorte l'adversaire, qui est déjà abattu en réalité, puisqu'il n'y a pas de risque très vite de renaissance, on va parler de la seconde dictature allemande. Donc on utilise alternativement soit l'idée de totalitarisme, qui renvoie là du coup à toute la violence que ça contient, mais aussi de seconde dictature allemande. Et donc du coup, vous avez là une continuité qui est bâtie, cette fois-ci, entre le nazisme et la RDA d'un point de vue historiographique. C'est un terme qu'on va trouver dans l'historiographie, notamment dans l'historiographie évidemment de l'Ouest. Et donc ce qui est très frappant dans ces années 90, c'est que même les chercheurs de l'Ouest les plus savants, les plus sérieux, sont dans une posture de combat. Quand même, c'est-à-dire une posture de combat, c'est-à-dire qu'il faut empêcher toute forme de renaissance. Et donc, du coup, l'idée est quand même de délégitimer beaucoup la RDA. Et donc, dans les années 90, il y a tout un ensemble d'ailleurs de commissions officielles d'historiens. Il y en a plusieurs. Il y a toute une série de commissions qui va produire un travail colossal sur l'histoire de l'Est et qui va donc, en quelque sorte, sceller et valider cette idée du totalitarisme. Donc ça devient à la fois la science officielle dans les années 90 par certains côtés et aussi la manière finalement de tirer un trait sur cette histoire en disant voilà, il y a eu deux dictatures qui toutes les deux ont fini par chuter. Elles étaient dans leur continuité parce qu'elles étaient à la fois totalitaires et parce que dans le fond elles étaient aussi dans la continuité. Alors on pourrait s'arrêter là en disant je vous ai essayé de vous brosser les étapes de ces enjeux en montrant que les aspects politiques et scientifiques étaient étroitement mêlés. Pardon d'être parfois un peu grossier, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de nuances dans l'historiographie allemande. Et donc, du coup, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que c'est encore un enjeu politique, cette idée des doubles dictatures, parce que la montée de l'extrême droite, aujourd'hui, dans les régions de l'Est, est en fait renvoyée à cette double histoire, en disant, dans le fond, ces gens continuent ce qu'ils ont toujours vécu. Ils n'ont vécu que dans la dictature. Ils ont été nazis, puis ils ont été soumis à un régime communiste. Donc, comment voulez-vous qu'ils soient capables de voter autrement que pour des positions autoritaires populistes? Donc là, il y a une triple continuité qui est construite aujourd'hui. Et là, évidemment, du coup, le terme totalitaire, finalement, aboutit du coup à parfois l'idée que finalement, les Allemands de l'Est sont incapables de pouvoir avoir un comportement démocratique, puisque dans le fond, ils ont toujours été dans des régimes soit totalitaires, version 1, soit dictatoriaux, version 2. Donc, vous voyez, là, on a dans l'histoire allemande un entremêlement très complexe entre les enjeux politiques et les enjeux scientifiques. L'historiographie allemande, évidemment, a nuancé et a raconté beaucoup de choses très passionnantes, mais c'est pour vous dire quand même que c'était rarement dans un contexte complètement étanche par rapport à ces différents moments d'usage du terme. Merci beaucoup pour ce riche exposé. Avant de revenir sur le rôle des populations, la marge de manœuvre possible de ces populations, je voudrais qu'on revienne sur les acteurs qui participent à la construction de ces régimes. Parce qu'on a beaucoup parlé de modèles, de diffusion de modèles. Il semble important aussi de voir qui théorise, construit le totalitarisme, s'en inspire, essaye, s'en écarte aussi. On a parlé notamment dernièrement, il y a des recherches qui sont consacrées aux passeurs politiques et culturels des fascismes et des totalitarismes, du voyage en dictature. Donc je vais reprendre le fil chronologique avec Marianne Matar-Bonucci sur les voyages en Italie fasciste et sur est-ce que l'Italie fasciste accueille beaucoup justement d'autres politiques
pour s'inspirer de son modèle totalitaire? Si oui, qui? Et qu'est-ce qu'en retour, l'Italie fasciste aussi peut puiser dans d'autres modèles? Et on pense notamment à cette époque à l'Allemagne nazie. Oui, un mot avant d'essayer de répondre à cette question. Peut-être qu'il faudra que dans la discussion, on revienne quand même sur la dimension fonctionnelle du vocable, parce que moi je pense qu'il y a une valeur heuristique au terme de totalitarisme. Bon, là, on a surtout parlé des usages et mésusages politiques, mais il y a une valeur heuristique, et moi j'ai beaucoup, même si Hannah Arendt raconte sur l'Italie beaucoup de bêtises, mais dans les descriptions et les théorisations qu'elle a essayé de faire à propos du nazisme et du communisme, eh bien, il y a des choses qui donnent vraiment à penser. Et ça, je crois que c'est quand même important de le signaler, donc on y reviendra peut-être. Alors, pour répondre à votre question, oui, et c'est très important d'insister, je crois, là-dessus, parce qu'on l'a un peu oublié. La difficulté de ces régimes, c'est que ce sont des régimes, je parle des régimes fascistes, hyper nationalistes. Et donc, ils ne peuvent pas se référer à des modèles, forcément, c'est le cas de l'Espagne, vous l'avez rappelé, ce sera le cas de l'Italie, parce que par définition, choisir un modèle étranger, ce serait antithétique avec un projet qui est nationaliste. Or, ça fonctionne évidemment à coup de modèle, et on peut dire que des années 20 aux années 30, il y a progressivement un univers fasciste qui s'installe en Europe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je dirais jusqu'au début des années 30, dans la galaxie des mouvements d'extrême droite fascistes, etc., le point de référence, c'est l'Italie fasciste. Et puis, on voit comment les choses commencent à bouger à partir du milieu des années 30, où cette fois, c'est l'Allemagne qui devient la référence. Et d'ailleurs, d'abord, il y a des voyages en Italie, et ensuite, les voyages vont être à destination de l'Allemagne, et les Italiens eux-mêmes feront ces voyages pour voir le régime totalitaire qui se construit en Allemagne. Alors, Carl Schmitt, par exemple, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des travaux là-dessus qui montrent comment la notion d'État total chez Carl Schmitt a une inspiration italienne. Hitler lui-même, qui n'est pas un grand théoricien, mais qui donne quand même ce qu'est la doxa du national-socialisme, a une admiration éperdue, on l'a oublié, pour Mussolini, et on a des propos de Hitler des années 20 où il prend directement l'Italie comme modèle. Alors, on a oublié cela, ce rapport entre fascisme et national-socialisme. Pourquoi ? Parce que, à juste titre, on a beaucoup travaillé sur la Shoah, sur l'importance de l'antisémitisme, et l'antisémitisme est tellement paroxystique dans le national-socialisme qu'on a tendance à penser que finalement, et c'est la colonne vertébrale de l'idéologie, mais autour de l'antisémitisme, il y a d'autres choses qui sont des emprunts au fascisme, qui lui-même emprunte au nationalisme. Du coup, il y a des débats infinis sur la façon dont on peut définir le fascisme, mais je voudrais vous proposer une définition, parce que je suis en train d'écrire une histoire des fascismes. Alors, je veux dire, c'est depuis des décennies, les chercheurs s'étripent littéralement à ce sujet. Alors, il y a une école anglo-saxonne avec des gens comme Griffin, par exemple, qui ont proposé, alors eux, ils ne s'intéressent pas du tout au concept de totalitarisme, mais bel et bien au fascisme, et ils ont essayé de trouver une définition à minima du fascisme qui ferait consensus, et ce qu'ils ont pris comme définition à minima, c'est l'idée d'un projet eschatologique en quelque sorte. Mais de mon point de vue, ça c'est plutôt une définition qui s'appliquerait à ce qu'est le totalitarisme. Paxton, qui a fait un très beau livre consacré aussi au fascisme, commence par dire, c'est assez amusant, qu'il ne veut pas justement essayer de proposer une définition en donnant des critères, comme on fait généralement en sciences politiques. Est-ce qu'il faut mettre le parti, est-ce qu'il faut mettre l'État, où on met la répression, etc. Et puis, il finit quand même par proposer une définition, parce qu'à la fin, il faut bien quand même une définition. Donc, je me suis essayée modestement à cet exercice, et je me disais que dans la définition que je propose, il y a... je vous la lis. Donc, qu'est-ce que le fascisme ? Le fascisme est un mouvement ou système politique, et je vous la soumets, ultranationaliste, c'est fondamental,
opposé à la philosophie des Lumières, qui entend transformer la société et l'individu sur la base d'une conception politique de la société, au moyen de la dictature d'un parti unique et ou de l'État et de la violence. Et si vous changez le début de la définition, mouvement au système politique ultranationaliste opposé à la philosophie des Lumières, et que vous le remplacez cela par mouvement au système politique qui aspire à fonder le socialisme et qui entend en transformer la société, etc., etc., on peut parler effectivement là du communisme. Et donc vous voyez, ce qui change au fond entre le totalitarisme communiste et le totalitarisme fasciste, ce sont les valeurs. D'un côté, les fascistes sont contre les Lumières, de l'autre, les Lumières sont invoquées le principe d'égalité, d'un côté le principe de hiérarchie, de côté le principe d'égalité. Mais, encore une fois, les buts poursuivis ne sont pas les mêmes, mais dans les procédures, il y a quelque chose de commun. Et du coup, moi, je crois que le concept est intéressant parce qu'il rend compte, au fond, d'une forme de dynamique de l'histoire, de dynamique de ces régimes. Et Hannah Arendt a de ce point de vue-là de très belles métaphores. Elle emploie notamment l'image de la bicyclette en disant ces régimes totalitaires, c'est un peu comme le cycliste qui doit tout le temps pédaler, sinon il tombe. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu tout à fait observer, c'est-à-dire c'est le principe de la radicalité permanente, de la radicalisation permanente. Pour tenir, pour exister, ces régimes doivent sans arrêt inventer un ennemi. Et ça, c'est l'autre point qui est également très important, me semble-t-il, c'est la nécessité d'avoir des ennemis, alors qui sont tantôt des ennemis intérieurs, tantôt des ennemis extérieurs. Et enfin, la troisième caractéristique, je crois, très importante, c'est celle, justement, la dimension eschatologique, c'est-à-dire on veut fabriquer une nouvelle forme d'humanité, alors avec des principes qui sont anciens, c'est-à-dire des valeurs issues du nationalisme, mais il y a quand même cette idée qu'on va changer le caractère des individus, qu'on ne va pas seulement changer la société, mais qu'on va changer donc le caractère des individus. Alors du coup, j'ai perdu la question parce que je voulais insister sur cette dimension fonctionnelle. Des autres modèles, et notamment avec... Voilà, oui, donc il y a eu évidemment un univers et des phénomènes de contagion très importants d'un régime à l'autre. Bon, le salazarisme aussi a été beaucoup influencé, le franquisme des débuts, évidemment, le national-socialisme, et ensuite on voit comment le fascisme, à son tour, va regarder du côté de l'Allemagne. Alors, je ne sais pas, on pourra y revenir dans la discussion, mais par exemple, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que au départ, le fascisme n'est pas antisémite. Il n'y a pas d'antisémitisme dans la doctrine du fascisme. Et les fascistes italiens essayent, dans les réunions d'extrême droite internationale, etc., de tenir la ligne en disant non, nous, on a une conception de la nation qui n'est pas raciale. Et puis on voit comment peu à peu, ça devient simplement impossible parce que justement le modèle, c'est devenu le national-socialisme. Et du coup, à partir de 1937-1938, Mussolini se dit, bah oui, il faut qu'on trouve un nouvel ennemi. Qu'est-ce qui nous reste comme ennemi ? Les antifascistes, ils sont en exil ou en prison. Il y a plus grand monde. Et donc, il reste les juifs, les minorités. Et les minorités deviennent l'ennemi principal. Et donc, cette dynamique-là, je crois, est vraiment au cœur de la réalité de ces régimes. Merci beaucoup pour ces précisions et puis pour ce point de définition de ce travail en cours. On pourra en discuter après pour des questions éventuelles. Maintenant, je voudrais passer justement au franquisme dont on a parlé un petit peu. Sur le rôle de ces élites du franquisme. Alors, ça a été dit, le franquisme, notamment après la fin de la guerre civile, notamment s'inspire beaucoup du modèle nazi, pas tous, il y a des résistances. Est-ce qu'on peut revenir là sur le rôle de ces élites et dans la construction du régime et sur cette tentation totalitaire mais jamais aboutie? Et justement, le dynamisme, c'est la question, c'est l'une des questions clés du fascisme. C'est justement ce qu'avait proposé Paxton comme modèle, c'est-à-dire, c'est très difficile de prendre le fascisme et faire une photo qui soit fixe, parce que c'est un régime qui est en mouvement constant. S'il s'arrête, il tombe. C'est exactement ce qui vient d'être dit. Donc, ce qu'avait fait Paxton, c'est proposer 5 étapes
qui pouvait permettre de faire un schéma commun à toute l'expérience fasciste. Donc la création, la consolidation, la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et finalement la radicalisation. Donc cela fait un modèle qui s'adapte très bien au modèle allemand et italien, mais justement dans le cas espagnol, ce qu'on trouve, c'est un fascisme asymétrique. Ce serait un peu ma définition de la dictature franquiste, parce que la radicalisation ne vient pas à la fin, mais vient au début, avec la guerre civile. Donc, il y a un facteur qui est inhérent à tout totalitarisme, c'est le terreur. C'est-à-dire, ce qui différencie justement le totalitarisme des autoritarismes, c'est que la terreur s'applique même au sein du régime lui-même, aux élites du régime lui-même. Donc, vu que le franquisme avait commencé par la radicalité pour arriver au pouvoir, parce qu'il faut bien tenir compte qu'en Italie et en Allemagne, avec évidemment des élections faussées, etc., mais ça avait été une concession du pouvoir de la part du chef de l'État, aussi bien Hindenburg que le roi Vittorio Emanuele. Et en Espagne, il y a une vraie conquête du pouvoir, une conquête militaire du pouvoir, donc une radicalisation, une répression brutale sur tout ce qu'étaient les élites républicaines. Et donc, finalement, le régime franquiste avait déjà franchi son pas le plus radical. Et donc c'est pour ça aussi que pour entrer à la Deuxième Guerre mondiale, c'était refaire l'étape de radicalité. Et aussi pour faire le lien, et ça a été évoqué aussi, il y a cette question de l'ultranationalisme. Les régimes fascistes sont ultranationalistes, donc forcément, ils vont confronter leurs propres intérêts. Ça va être impossible pour les régimes fascistes de trouver un accord pour avoir un consensus de finalement partager un peu les territoires d'influence, etc. Donc ce qu'on constate au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'aspiration des régimes fascistes était de s'emparer de l'Empire français, de l'Afrique du Nord, et les Allemands, et les Italiens et finalement les Espagnols voulaient exactement les mêmes territoires. Ils voulaient saisir la totalité du Maroc, ils voulaient saisir la totalité du Maghreb, etc. Et donc c'était impossible de trouver un accord entre eux. Et les élites intellectuelles espagnoles qui étaient très fascinées surtout par les Allemands. Quand on parle de la dictature franquiste, on a la tendance à penser non, c'est des Latins, c'est des Méditerranéens, donc c'était plutôt l'Italie le modèle principal. Pas tout à fait. Donc ce qu'on voit dans les créations des institutions après la fin de la guerre civile, ce qu'on constate, c'est que le modèle à suivre, c'est plutôt l'Allemagne nazie. Et la plupart des visiteurs avaient déjà une connaissance préalable de l'Allemagne, parce qu'au début du XXe siècle, il y a une institution qui avait été créée, la Junta para Ampliación de Estudios, qui était une forme de Erasmus, on va dire. Donc c'était une idée d'envoyer les élites universitaires espagnoles à l'extérieur pour s'emparer un peu de la modernité ailleurs. Et le pays des références était l'Allemagne. Donc ce qu'on va trouver, c'est qu'une grande partie de ces boursiers qui ont parti dans les années 30, ils étaient partis en tant qu'élite plutôt républicaine, démocratique, etc. Ils sont arrivés en Allemagne et ils ont été fascinés. Entre autres, le traducteur à l'espagnol de Carl Schmitt. Francisco Javier Conde, qui a travaillé avec lui à l'Université de Berlin, qui est parti comme une promesse du Parti socialiste, qui est revenu un véritable fasciste, qui a dirigé l'Institut d'études politiques des phalangistes aux années 50, qui a ensuite formé Juan José Linz. Ce n'est pas par hasard, c'est lui qui l'a formé aussi, qui a formé Fraga, le fondateur de Alianza Popular, Parti populaire. Donc ce sont des mouvements qui viennent jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette fascination des élites intellectuelles, ce sont les élites intellectuelles qui ont fonctionné comme agents d'importation de ces types d'idéologies. Il y a des traductions, il y a des publications, il y a des revues. Donc il y a toute une circulation. On a toujours parlé beaucoup de l'internationalisme de la gauche et de l'internationalisme des marxistes, mais on n'a pas assez parlé de cette circulation des élites de droite, etc. Après, le problème, c'est que les intellectuels arrivent bien à trouver des accords. Les intellectuels, on se ressemble tous dans n'importe quel pays. On peut parler d'international. Même les fascistes, le Condeciano parlait de l'international diplomatique. Il disait non, mais les diplomatiques, ils nous cassent les pieds parce qu'ils entendent entre eux. Ce sont toujours les mêmes familles, donc ils vont trouver un accord pour faire la paix. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est la guerre parce que c'est notre passerelle vers la radicalité. C'est exactement ce qu'on veut, arriver à la dernière étape. Et donc
du moment où la main passe des élites intellectuelles aux élites politiques, là, ça devient compliqué parce que, justement, à cause de l'ultranationalisme, ils partagent les mêmes objectifs de territorialisation, etc., parce qu'il y a un aspect de conquête impérialiste dans tout régime fasciste. Et donc là, c'est très difficile d'arriver à une entente, à trouver un accord. Et au sein même de l'Axe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de collaboration. Dans les camps des Alliés, on trouve de la collaboration technique, on trouve des industriels qui se mettent d'accord pour partager des moteurs, des différentes technologies. Il n'y a pas du tout cet accord, cette coordination entre l'Italie, l'Allemagne et surtout le Japon après, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'attaquent pas de façon coordonnée. Donc c'est très compliqué de parler d'international fasciste. C'est pour ça que c'est si compliqué de pouvoir parler d'entente entre eux. Il y a eu des différentes réunions à Montreux, en Suisse, pour essayer de trouver une sorte d'idéologie qui soit complémentaire, mais c'est très compliqué. L'antisémitisme, par exemple, en Espagne, il n'y a pas de juifs. Ils ont été expulsés au XVe siècle. Donc, et d'ailleurs, il y a une grande partie des élites juives espagnoles qui habitaient dans le protectorat espagnol du Maroc, qui ont été des grands financeurs de Franco. Vous voyez un peu la complexité qu'implique tout. Et justement, après, quand les choses commencent à tourner mal, à partir de 1943-1944, il y a pas mal des personnes qui vont se retrouver dans le protectorat espagnol du Maroc. Et c'est à ce moment-là que la dictature franquiste va commencer à protéger les réfugiés juifs, justement, pour dire aux Alliés, vous voyez, on n'est pas comme les autres, on a toujours voulu ça, etc. Donc, et c'est pour ça que c'est ça qui fait l'image aussi de franco-protecteur des Juifs. Là, c'est la dernière idée des révisionnistes en Espagne, c'est ça. C'est-à-dire, non, Franco était un protecteur des Juifs. Ben non, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait des projets de déportation, il y avait de la collaboration, il y avait des réfugiés qui avaient été expulsés à la frontière, comme Walter Benjamin, par exemple, etc. Donc, mais ce sont des questions qui sont très complexes à pouvoir transmettre à l'opinion publique, alors qu'on fait une phrase, on fait un slogan, on fait un tweet, et c'est beaucoup plus facile de trouver des slogans. D'ailleurs, et je finirai avec ça, et c'est l'une des clés de la communication aussi bien du fascisme que du totalitarisme qu'aujourd'hui du révisionnisme, c'est justement ça. Ils ont trouvé des clés de communication qui sont très puissantes. Et ça a toujours été le cas. Le fascisme et Goebbels, surtout, ils étaient des maîtres des phrases en circulation qui fonctionnaient très bien, qui appelaient ce qu'on appelait un substrat préexistant. Donc, on joue avec la peur historique des différents éléments. Et donc, aujourd'hui, ils ont trouvé la clé parce que la communication sur Internet, la communication sur Twitter, sur Instagram des groupes révisionnistes est extrêmement efficace. Et nous, en tant qu'historiens, on a du mal à transmettre toute cette complexité, les différentes étapes, la chronologie. Et c'est très compliqué de contrer les discours qui partent des solutions qui sont plutôt simples. Donc, c'est tout ce qui ferait l'intérêt, ce serait de trouver les bonnes solutions pour pouvoir justement communiquer dans le sens contraire. Merci beaucoup, Nicolas Chasma, pour cette présentation sur cette tentation, ces voyages Erasmus en Allemagne nazie. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas Offenstadt, puisque vous avez parlé beaucoup de l'assimilation, de l'amalgame plutôt entre États totalitaires et par le fait qu'on dise communisme égale totalitarisme, donc on ramène la RDA du côté stalinien, donc ce serait un totalitarisme. Alors, quelle est la prégnance de ce modèle stalinien auprès des élites de RDA ? Et est-ce que ces élites profitent justement d'une marge de manœuvre propre par rapport à ce modèle stalinien totalitaire ? Merci. C'est évidemment une question historiographique qui est très discutée en Allemagne, et je voudrais défendre un point de vue, et aussi d'ailleurs un point de vue assez contraire à ce que vient de dire Marie-Anne, parce que moi je pense que c'est pas du tout un concept très heuristique totalitarisme. J'essaierai de vous dire pourquoi et de vous donner des arguments, même si évidemment il y a beaucoup de choses sur le fond qui sont justes, mais dans le fond moi je l'utilise de moins en moins, jamais utilisé, mais je l'utilise de moins en moins, et j'essaierai de vous dire pourquoi en plusieurs arguments. D'abord sur la question de la RDA. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un moyen évidemment là aussi de la délégitimité est de dire dans le fond la RDA n'est que, comme on disait en allemand, c'est le fils illégitime de Staline, ou le fils mal aimé de Staline, parce qu'en fait on pense qu'il ne voulait pas forcément la création d'une deuxième Allemagne. Je passe sur les détails de la guerre froide, mais l'idée dans le fond c'était que c'était
voilà, une note de bas de page de l'histoire, un fils mal aimé de Staline. En tous les cas, ça n'existait pas vraiment comme État. Et c'est ce que l'Allemagne de l'Ouest a évidemment écrit toujours, c'est que dans le fond, la RDA, c'est un État qui n'aurait jamais dû exister. Et du coup, finalement, la description du grand récit national allemand, c'est dans le fond, il y a eu une forme de dérive de la rivière qui a retrouvé son lit en 1990. Donc un État profondément illégitime qui est uniquement arrivé dans les fourgons de l'armée rouge et qui n'aurait pas dans le fond de fond. À mon avis, c'est une analyse qui est largement fausse. Pourquoi ? Parce que dans le fond, on peut en discuter bien sûr, hein, mais moi ma proposition, je ne rentre pas sur les preuves empiriques, mais c'est que dans le fond, c'est aussi la RDA le produit des luttes socialistes du 19e siècle. Parce que tous les fondateurs de la RDA sont des gens qui ont été des militants de la social-démocratie du 19e siècle, qui en ont été les enfants, et qui donc est une social-démocratie qui en plus a eu une première révolution manquée, qui est celle de 1918. Une révolution fondée sur le rejet de l'impérialisme et de la Grande Guerre. Et donc, d'une certaine manière, il y avait l'idée que Staline était aussi le moyen, quitte à accepter beaucoup de choses et des horreurs, notamment lors de la période moscovite de beaucoup de ses dirigeants. L'idée était quand même de dire, bien sûr que de toute façon on n'a pas le choix, mais en même temps c'est le moment ou jamais de refaire ce qu'on a raté en 18 et de ce qu'on a rêvé en 1890. Donc il y a aussi une histoire du socialisme allemand. C'est pas la Bulgarie, la RDA, en termes d'histoire sociale et d'histoire socialiste. C'est un pays qui est très industrialisé. C'est un pays évidemment qui est, vous le savez très bien, qui est le fondateur du marxisme et de tout ce qui va avec. Donc quand on a la possibilité de réaliser quelque chose, c'est pas Dimitrov en Bulgarie. C'est des décennies de lutte, c'est des décennies de débats qui en plus ont échoué en 1918. On pourra revenir sur le côté. Donc du coup, moi je pense que dans le fond, et c'est pour ça que le côté, cette idée de sortir à une forme de communisme totalitaire, utopique, etc., ça marche bien sûr dans une certaine mesure, mais pas pour la RDA, parce que ça vient de bien plus loin. Alors évidemment, il y a des tas d'accommodements, il y a des jeux de pouvoir, etc., mais il y a quand même l'idée, et d'ailleurs, beaucoup des dirigeants de la RDA, ils le disent plus ou moins, peut-être pour se justifier, mais ne sont pas dupes de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils utilisent et qu'ils acceptent un certain nombre de choses pour un but qui est quand même finalement de enfin réaliser le socialisme allemand, dans le fond. Et ça vient de loin. Et ça n'a pas attendu Staline. Donc ça, je pense que du coup, en termes de modèle... Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est même si les marges sont réduites, on le voit bien, je ne vais pas être trop long, mais je pourrais vous donner un certain nombre d'éléments, il y a toujours l'idée qu'on va essayer de construire une voie allemande du socialisme. Même chez Ulbricht, qui est un bon stalinien, qui avait accepté toutes les purges comme elles avaient été faites pendant la période soviétique, mais il y a quand même l'idée, on a une histoire. Alors bien sûr, on peut rien faire, surtout à l'époque stalinienne, on va surtout faire tout ce qu'on nous dit, mais on sait très bien que dans le fond, on a notre histoire à nous et on va pouvoir la réaliser. Et un exemple qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, du coup, comment réaliser notre histoire, c'est de montrer que dans le fond, on était révolutionnaire avant les soviétiques et avant les bolcheviks. Et donc dans l'écriture de l'histoire qu'on va voir en RDA, l'idée de souligner tout ce qui s'est fait, et notamment par exemple les premières émeutes qui étaient antérieures ou parallèles à la révolution de 1917. Donc on va mettre en avant en disant la révolution, nous on la faisait déjà, sur les bateaux de la marine, il y avait déjà des révoltés, il y avait déjà des mutins, et donc du coup on n'a pas attendu les soviétiques. On le dit évidemment jamais comme ça, parce que ce serait mal vu, mais on essaye de raconter qu'il y avait une voie allemande vers le socialisme et que cette voie allemande, et donc il y a tout un ensemble de négociations. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait il y a un modèle antérieur, et donc du coup toute l'historiographie qui dit mais non, finalement la RDA en quelque sorte c'est le produit de la guerre froide, à mon avis elle a tort. Évidemment, la guerre froide permet la réalisation, mais d'un modèle qui est en réalité très antérieur, très profond, contradictoire et compliqué. Ça, c'est pour cet aspect-là. On peut bien sûr en discuter, c'est une hypothèse de travail. Là où je suis en désaccord avec le côté heuristique du totalitarisme, c'est pour 5 ou 6 raisons que je n'ai pas inventées, que je reprends notamment à Sandrine Cotte et à d'autres. Donc je voudrais juste vous les donner, ensuite on peut ouvrir le débat. Mais à mon avis, c'est un concept qui n'est pas dans le fond très intéressant aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'a jamais été et qu'évidemment il produirait. D'abord parce qu'il postule d'emblée la comparabilité entre nazisme et communisme. Or, on peut poser la question, réinterroger, par exemple, la centralité de la Shoah, ça a déjà été dit, fait que finalement, dans le fond, il y a une forme d'unicité folle dans le projet nazi. Donc on peut déjà poser, je pense qu'on peut réinterroger la comparabilité. Et moi, je le pose sans problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de comparer le régime qui a mis dans la centralité l'extermination des Juifs et le communisme, ce qui ne veut pas dire. Deuxième élément aussi, pour moi, qu'on pense au problème, c'est que dans le fond, il y a une différence fondamentale. Encore une fois, c'est pas moral, c'est pas pour dire qu'il y aurait les gentils, les méchants, c'est pas l'enjeu. C'est que le communisme a produit, dans tous les pays où il a eu lieu, une transformation sociale radicale de la société. Ce qui n'est pas le cas, notamment du nazisme, c'est cosmétique, les changements sociaux. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est radical, c'est que les sociétés, et d'autant plus radical que, contrairement au fascisme et au nazisme, les régimes communistes ont survécu à leurs fondateurs.
Hein, donc ils ont survécu à la période charismatique et donc du coup ils ont entamé une transformation sociale réelle. Hein, les généraux de l'armée est-allemande, c'est beaucoup des enfants d'ouvriers, ce qui dans l'Allemagne impériale était évidemment inimaginable. Donc là aussi, en termes de transformation sociale, il y a quelque chose qui se joue. Encore une fois, c'est pas moral en disant c'est bien ou c'est mal, mais c'est pas du tout à la même nature de régime en termes d'histoire sociale. Troisième élément qui me gêne dans le concept de totalitarisme, bon ça a été dit 100 fois, hein, ça a été vraiment, c'est une tarte à la crème de l'historiographie, mais ça me paraît vrai, c'est qu'on perd beaucoup la logique d'acteur quand même. On a un système qui est déjà là, qui est toujours déjà là dans le fond. Hein, il est déjà, dans les définitions qui ont été données du totalitarisme, hein, notamment, bon, il y en a une, on pourra peut-être y revenir, hein, celle de Friedrich qui est réutilisée parce qu'elle est très fonctionnelle, parce qu'il donne des critères. Dans le fond, tout est toujours déjà là. Or justement, ce qui est très intéressant, et notamment pour tout un ensemble de régimes communistes, c'est qu'il y a des logiques d'acteurs qui sont très compliquées. Et ce qui m'amuse, c'est que tout le monde dit, d'ailleurs c'est même dans un récent manuel de la guerre froide, on parle du parti unique en RDA, mais en RDA, il n'y a pas de parti unique, il y a 5 partis. Alors évidemment, les 4 autres sont sous la domination du Parti communiste, hein, ils n'ont pas de marge d'autonomie, mais s'ils existent, c'est quand même, il y a des logiques d'acteurs. Par exemple, il y a un parti qui a été créé en RDA, pour vous illustrer les choses très concrètement, qui s'appelle le NDPD, qui a été fait pour recycler les anciens nazis et les prisonniers de guerre. On n'allait pas faire passer les anciens nazis directement, hein, du nazisme au communisme. Donc il y avait une forme de sas, hein, qui permettait d'intégrer les élites. Hein, en même temps, on ne pouvait pas se débarrasser des anciens nazis en RDA, ils ne seraient pas restés grand monde. Donc bon, forcément, il faut quand même trouver... Hein, donc, derrière la façade antifasciste, il faut quand même intégrer les gens. Et donc, on a créé ce parti, le NDPD, qui ensuite est devenu un peu le parti des classes moyennes. Ben, évidemment, qui ne va pas mener une politique autonome. Mais en même temps, il est aussi obligé d'exister en tant que parti, donc il a aussi des logiques d'acteurs. Hein, donc du coup, ce parti qui défend plutôt, disons, les commerçants et artisans dans la mesure où ils sont encore actifs de moins en moins dans les années 70, c'est un parti qui a des logiques et qui peut donc s'opposer à certaines choses. Pas directement, pas frontalement, mais qui peut exister en tant que tel. Vous avez un parti pour les catholiques, vous avez un parti pour les paysans, vous avez un parti pour les classes moyennes. Donc bien sûr qu'ils n'ont pas d'autonomie politique, bien sûr qu'ils ne peuvent pas s'opposer au Parti communiste, mais on est quand même dans un système où vous avez des marges d'acteurs qui sont importantes. Et le totalitarisme, finalement, a eu tendance, peut-être de moins en moins comme concept, parce qu'il a été justement réutilisé de manière plus souple, à cacher ces logiques d'acteurs, à les minimiser. Puisque si on vous dit qu'il y a un parti unique qui fait tout et qui, en quelque sorte, met en place un système, dans le fond, les logiques d'acteurs sont souvent minimisées. Bien sûr qu'elles sont. Quatrième argument, qui est là aussi, qui n'est pas de moi, hein, ils ont été donnés, mais je les synthétise parce que moi je suis assez ferme sur cette idée que le concept n'est pas d'une grande portée aujourd'hui. C'est l'idée évidemment que toutes les formes d'histoire sociale en dehors des déterminismes politiques sont finalement souvent secondaires. Hein. Or, il y a des logiques sociales évidemment dans ces régimes qui sont en dehors des déterminismes politiques. Là aussi, on pourrait donner un certain nombre d'exemples. Enfin, un cinquième et dernier argument, et c'est aussi que ça a tendance finalement du coup à lisser un peu la chronologie, hein, évidemment. Or, pour ce qui parle des régimes communistes, hein, qui encore une fois ont survécu à leurs fondateurs et à la période initiale, dans le fond finalement il n'y a pas grand-chose à voir entre la période stalinienne, hein, et la période des années 80, pour ce qui concerne la RDA, sans même parler de l'URSS que je connais moins bien. Mais évidemment, entre les années 50 et les années 80, y compris même si on dit que la terreur est centrale, hein, en suivant Hannah Arendt, et ça a été rappelé, ça ne marche pas du tout. La RDA n'est pas un État terroriste dans les années 80. Elle est dans les années 50, c'est indéniable. Mais dans les années 80, ne serait-ce parce qu'elle ne le peut plus, hein, ne serait-ce que techniquement. Il y a un peintre que j'ai interrogé qui a fait une fresque assez extraordinaire dans une petite ville de la frontière polonaise, une fresque qui est un peu expressionniste. Et on voit notamment des officiers de la Stasi qui sont en train de surveiller avec un ballon qui s'échappe de l'autre côté. On est quand même en pleine ville, hein, c'est l'équivalent des Champs-Élysées de la petite ville. Donc je lui dis comment ça se fait qu'en 88, vous ne puissiez peindre ça. C'est quand même, là, en termes de... Voilà, c'est même pas chez lui, hein, c'est en pleine rue. D'ailleurs, la peinture est toujours visible, c'est assez frappant. Moi, je me suis dit, bah non, ça doit être post-90. Non, c'est en 88. Il m'explique, mais vous croyez, mais la Stasi, mais ils n'avaient plus rien à faire de ça. Ils avaient tellement de problèmes à gérer. Je veux dire qu'un peintre représente deux types avec des jumelles, alors que dans les années 50 ou 60, je veux dire, ça n'aurait pas fait long feu. D'abord, ça n'aurait jamais pu arriver. Donc, du coup, il y a une très, très forte historicité, hein, qui d'ailleurs n'est pas uniquement déterminée par la terreur. Et donc, du coup, si vous voulez dire... analyser la RDA des années 80 à l'aune du totalitarisme, je ne suis pas sûr qu'on verra grand-chose.
Je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes lunettes, on risque d'être un peu myope et de louper beaucoup de logique. Et donc, du coup, pour toutes ces raisons, j'en ai donné 5 ou 6, dans le fond, j'en vois pas bien l'intérêt heuristique aujourd'hui en termes scientifiques. Alors, qu'il l'ait été et qu'il ait apporté des choses, c'est indéniable. On ne va pas s'asseoir sur... Mais dans le fond, finalement, sa pertinence, c'est un peu un petit désaccord, non pas sur le fond, mais voilà, il y a des tas de choses qui sont vraies. La permanence de l'ennemi, l'idée de changer le caractère des individus, tout ça reste, y compris dans la RDA des années 70. Mais dans le fond, finalement, moi, je pense qu'on peut très bien vivre et étudier ces régimes sans ce terme. Pardon, j'étais un peu long, mais il y avait 2 questions en une. Merci Nicolas Fenstadt. Je vais peut-être laisser Marianne Matar-Bonucci répondre sur cette notion de totalitarisme. Bien sûr, alors on peut vivre sans, Dieu merci, de toute façon. Alors il y a des arguments, dans tout ce que tu as dit, il y a des arguments que je ne retiens pas. Enfin, tu nous dis la RDA au fond n'était pas un régime totalitaire. J'ai pris cette lunette-là, je suis allée voir la RDA, et j'ai constaté que ça ne fonctionnait pas et qu'elle n'était pas totalitaire. Mais ça, c'est le propre, je dirais, des concepts. OK. Je veux dire, à la fin, tu as quand même conclu quelque chose sur la nature de ce régime, après l'avoir examiné au prisme du concept. Donc, pour moi, ça n'invalide pas le régime. Je peux aller voir si la Grande-Bretagne était totalitaire. Je conclurai dans l'entre-deux-guerres, je conclurai que non, ça n'invalide pas pour autant le régime. Donc le concept, ça c'est le premier point. Quand tu dis ça vient de loin, je veux dire qu'on soit dans l'univers des communismes ou dans l'univers des fascismes hyper nationalistes, ça vient de très loin. Ces régimes totalitaires, je veux dire pour le fascisme, c'est du bricolage idéologique, on prend à droite et à gauche, c'est des idéologies qui, je dis souvent, le fascisme se construit en marchant, donc c'est du réemploi, du recyclage de notions, de valeurs, etc. Et les choses ne commencent pas avec Staline, elles ne commencent pas avec Lénine, elles ne commencent même pas avec Marx, je veux dire, on sait bien tout ça, donc ça vient effectivement de très loin. Alors l'intérêt du vocable, et là donc Gentil a une formule qui est pas mal, il dit une expérience de domination politique. C'est ça, c'est plus de mettre en avant des logiques, des pratiques, et quand on examine les logiques et les pratiques, on trouve la société, on retrouve effectivement l'histoire sociale, les critères. Bon, la question donc des... Enfin, là, j'ai pas le temps de développer, je pourrais vous expliquer comment j'ai étudié le parti fasciste, justement, parti totalitaire, parti unique, mais ensuite, quand on va voir dans les détails, on voit qu'effectivement, ces régimes sont amenés à passer des compromis, il y a des élites nouvelles, il y a des élites anciennes, etc. Mais il n'empêche que la dynamique, elle est à l'œuvre, et le concept de totalitarisme nous invite justement à examiner cela. Mais c'est pas pour autant qu'on va passer à côté de l'histoire sociale. Alors, la comparabilité, puis je vais m'arrêter là, puis on pourrait à l'occasion continuer la discussion parce que ça m'intéresse. Je l'ai eu avec Sandrine Cotte aussi, d'ailleurs, la même. Mais la comparabilité, je voudrais vous raconter juste une toute petite anecdote. Quand j'étais jeune maître de conf, j'avais organisé un colloque à Sciences Po, co-organisé avec Pierre Milza, qui avait été mon directeur de thèse, sur l'homme nouveau dans les régimes fascistes. Et c'était peu après toute la polémique qu'il y avait eu autour du livre noir du communisme, c'était à peu près dans ces années-là. Et je me souviens qu'on avait... et donc on n'avait pas voulu, j'avais pas voulu, mais on était d'accord avec Pierre Milza là-dessus, inclure les régimes communistes. Alors qu'il y a une eschatologie et il y a la volonté d'inventer un homme nouveau. Avec cet argument qui est que dans un cas, quand même, il y a une utopie lumineuse, positive, le communisme, avec principe d'égalité, etc., alors que dans l'autre, on est effectivement dans des valeurs qui sont des valeurs issues du nationalisme, hiérarchie, racisme, etc. Bien. Et alors, on a ouvert, donc j'étais un peu intimidée, et le premier jour, quand je faisais l'introduction du colloque, il y avait tout le premier rang des gens de l'IHTP qui étaient là, qui étaient à l'époque très proches donc des thèses. Bon, il y avait Nicolas Wertz, etc., qui est un des plus grands historiens aujourd'hui des mondes soviétiques. Bon, et désolé, mais je le referai aujourd'hui, j'inclurai les régimes communistes, parce que depuis, j'ai quand même lu beaucoup là-dessus. Je fais un cours aujourd'hui
sur les génocides depuis quelques années. Je me suis intéressée en particulier à la violence, aux violences extrêmes dans ces mondes-là. Et quand bien même l'idéologie n'est pas la même, et il faut le rappeler sans arrêt, je veux dire, il y a des pratiques de terreur en particulier qui sont bien supérieures dans l'URSS de Staline que, par exemple, dans ce qu'a été le régime italien. Voilà. Donc, pour moi, on peut comparer des choses différentes. L'important est simplement de souligner les différences, mais le concept nous aide à penser un certain nombre de pratiques et de dynamiques. Merci beaucoup pour cette réponse. Comme quoi, on voit bien, et c'est difficile de la porter, mais aussi dans la sphère publique, il y a des débats, des nuances, des positions, évidemment, et c'est très très bien de pouvoir les restituer ici devant vous par rapport à cette histoire des totalitarismes et des fascismes aussi. J'aurais plein d'autres questions, notamment sur la place occupée par la population dans ce consensus apporté au régime totalitaire, sur aussi la répression, jusqu'où va la répression dans les régimes totalitaires avec la création de l'ennemi. Mais vous êtes venus nombreuses et nombreux, on est très contents, donc je vois que l'heure tourne et il serait peut-être temps de vous laisser la parole au public si vous avez des questions. Alors je sais que la première question est toujours difficile à poser, il faut lever la première main. Donc si quelqu'un veut se lancer, veut se risquer à cette première question, c'est évidemment bienvenu. Bonjour, c'est pour continuer sur la question du totalitarisme. Et moi, c'est justement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit souci avec cette question de l'homme nouveau, parce que est-ce que la plupart des régimes n'ont pas quand même cette tentation-là, et est-ce qu'on ne pourrait même pas l'appliquer par exemple à la Troisième République avec la fondation de l'homme, la création d'un homme citoyen qui reste un homme nouveau aussi, et qui passe par des choses qui les touchent aussi au privé et pas que au public, que ce soit avec le service militaire, ce soit la conscription, ce genre de choses. Voilà. Je trouve que c'est une bonne remarque, bien sûr, mais effectivement, il y a, là où il y a quand même une différence, on pourrait même le dire d'ailleurs dans le néolibéralisme, qui est aussi de créer l'homme qui consomme, c'est aussi évidemment, il y a cette tentation de créer, de dépolitiser le citoyen pour en faire finalement l'homo consumans ou ce qu'on voudra. Donc du coup, il y a cet aspect-là, tout à fait d'accord avec vous. Et je ne suis pas d'ailleurs contre l'idée du tout qu'il y a une volonté d'homme nouveau. Je suis tout à fait d'accord, ça en fait entièrement partie. Cette idée de forger notamment l'idée d'une conscience socialiste, l'idée de dire qu'il y a un comportement socialiste en tout, c'est quelque chose qui a marqué ces régimes-là. Donc là, il n'y a aucun souci pour moi. Ça, c'est pas parce qu'il y a des points communs que la comparabilité est légitime, bien sûr, mais cette idée d'homme nouveau, elle est très, très forte et très puissante dans les régimes sociaux, et même d'ailleurs jusqu'à la fin. Là encore, l'affaiblissement est rhétorique est pas énorme. Donc je pense que c'est effectivement, là, c'est un élément de comparaison. Mais c'est pas comparer des régimes, c'est des pratiques, mais on peut comparer des polices politiques aussi. Tout est comparable. Mais moi, je parle de cette idée de mettre sur le même plan, finalement, sous un même concept. C'est pas du tout l'idée qui est, bien sûr, toujours intéressante de comparer les régimes. On peut comparer les polices politiques dans tous les régimes. On peut comparer la création, comme vous le dites, y compris même en régime républicain. Et d'ailleurs, il y a eu des travaux récents qui ont, on pense sur les origines républicaines de Vichy, qui ont essayé de montrer que les choses sont parfois plus compliquées, plus nuancées. Mais moi, la remarque était cette idée de mettre sous le même chapeau des régimes. Et sur l'homme nouveau, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est très passionnant, ces tentatives, quand elles sont faites, y compris jusqu'au dernier moment, puisque l'homme nouveau doit être, dans les régimes socialistes, finalement changer son comportement en tout, y compris dans les détails de la vie quotidienne. Donc là, pour moi, il n'y a pas de discussion. Je suis tout à fait d'accord à la fois avec votre remarque et celle de Marianne. Juste pour rebondir, oui, votre question est bonne. Et si vous vous référez à l'ouvrage, justement, il y avait une longue introduction de Sophie Le Terrier qui montrait comment cette idée d'homme nouveau, on peut remonter, je veux dire, jusqu'à l'époque de la réforme, de la contre-réforme. Il y a une dimension religieuse, donc ça imprègne toute la culture, y compris la culture démocratique. C'est un critère parmi d'autres, ce n'est pas le seul, dans les définitions qui ont été proposées du totalitarisme. Alors, il y a peut-être une différence entre justement la conception d'homme nouveau dans les régimes communistes et fascistes, c'est la place de la femme. C'est que la femme n'existe absolument pas, n'a pas d'horizon dans le fascisme, à part celui de la reproduction, alors que là, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre au crédit, pour le coup, des régimes communistes. Nicolas Chesmat, pour compléter. Moi, je me pose aussi la question, mais il y a la différence entre vie privée et vie publique, qui est quand même très marquée dans les régimes totalitaires. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre vie publique et vie privée, alors que dans les régimes
libéral, démocratique, etc., on a toujours un respect pour ce qui se passe dans votre vie privée. Alors que dans les régimes, évidemment, moi je trouve qu'il y a des mécanismes qui sont similaires, après ils ne sont pas dirigés vers les mêmes groupes sociaux ou classes. Mais c'est comment dans les régimes appelés totalitaires, cette idée de si votre papa, votre maman critique le régime, etc., il faut aller le dénoncer. Alors que c'est très difficile de le trouver dans d'autres types de régimes qui effectivement veulent faire passer une culture citoyenne, etc., mais c'est plutôt dans le domaine public, pas dans le comportement individuel, dans la mémoire personnelle. C'est quand même plus compliqué. On pourrait parler de George Orwell, et après c'est cette idée de que même dans les pensées qu'on a, nous, au niveau privé, elles ne sont pas acceptables, et cela nous fait nous faire l'autocritique, etc. Donc moi, je quand même garderai cette différence entre espace public et espace privé, ce qui d'ailleurs est très intéressant d'un point de vue juridique. Donc le droit privé, dans l'Allemagne nazie, par exemple, dans les facs de droit, la première chose qu'avait été, que les programmes avaient été révisés, etc., complètement en faisant la différence avec l'époque précédente, c'était le droit privé. Et justement, ça, c'était un désaccord avec les pays avec une plus forte tradition catholique, par exemple. Et là, il y a quand même la différence majeure entre le contexte démocratique et justement fasciste, totalitaire, c'est qu'en démocratie, vous avez différents modèles. Il y a une offre avec des modèles alternatifs qui peut circuler, alors que dans les régimes totalitaires, vous n'avez qu'un modèle d'homme, en l'occurrence, qu'il convient d'épouser, enfin d'épouser au sens métaphorique. Oui, effectivement, sur le rôle des femmes, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la participation, effectivement, de la population, le consensus. On pourrait peut-être le développer. Je vais laisser la parole au public pour une autre question, peut-être. Maintenant qu'on a expliqué, débattu de ce qu'est le totalitarisme, on est bien d'accord que le wokisme, comme totalitarisme, on est dans n'importe quoi. Alors, moi je pense que le wokisme n'existe pas. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, je crois que le débat est clos. En revanche, quand même, après, il y a dans le débat public, il y a eu des formes d'intervention qui sont critiquables. Je veux dire, on peut le dire aussi sans crier au danger totalitaire. Je veux dire, je pense qu'il faut débattre, que quelquefois le débat n'est pas possible ou n'est pas facile, et c'est regrettable. Je veux dire, vraiment. Donc, je veux dire, bon, j'ai bien compris quel est le contexte dans lequel vous avez appelé cette conférence. Bon, enfin, là, on est en train de rentrer dans le débat, c'était pas le but, mais voilà, moi, j'accepte pas que dans une université, on puisse pas parler de Polanski, du film de Polanski à propos de l'affaire Dreyfus, parce que Polanski a les accusations qui pèsent sur lui. Voilà, ça c'est quand même inacceptable. Je veux dire aussi. Donc, bon, voilà. Donc, je pense qu'il faut que on apprenne. J'ai souvent eu des débats avec des étudiants. Empêcher la personne avec qui on n'est pas d'accord de s'exprimer, c'est intolérable quand même. Voilà. Mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui. Bon. Nicolas, peut-être pour Offenstadt, pour compléter. Sur le wokisme. Bon, alors moi je suis d'accord. Pour moi, ça n'existe pas. Je vois aucune définition. Je vois rien de consistant. On connaît le capitalisme, le communisme, le catholicisme. Le wokisme est pas plus que l'islamo-gauchisme d'ailleurs. Tout ça, ce sont des inventions réactionnaires dans un contexte que tout le monde connaît. J'ai lu l'introduction donc du livre en question pour voir un peu si après tout, je savais que mes positions seraient sans doute pas celles-là, mais je me suis dit après tout, pourquoi pas. En réalité, il n'y a rien qui tient sur le plan du concept. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune comparaison avec le totalitarisme, parce que le totalitarisme, on en dit ce qu'on en veut, mais ça demande quand même l'idée d'un encadrement qui exerce une violence d'ensemble sur la société. Or, déjà, bon, le wokisme n'existe pas, mais en plus, on est très loin de ce type de modèle. Il faut quand même qu'il y ait la présence de l'État, d'un État qui a une puissance d'exercice sur ces populations qui soit colossale. Donc le concept, et donc toutes les comparaisons n'ont aucun sens en fait. C'est juste des formes de rhétorique. Donc je crois que ça ne tient pas. Donc on ne va pas en discuter des heures. Ce qui est plus intéressant, c'est la question du genre effectivement, parce que là, il y a des gros enjeux qui sont assez passionnants, qui sont assez compliqués, mais et c'est là aussi pour ça que la comparaison en termes d'histoire sociale n'est pas forcément hyper pertinente, vous l'avez dit, mais par exemple, dans la RDA est le pays du monde à l'époque où le taux d'emploi des femmes est le plus important. Donc il y avait quand même cette idée d'une forme d'égalité face au travail
qui n'était pas uniquement une inégalité sainte, c'est qu'aussi il y avait une énorme pénurie de main-d'œuvre. C'est pas uniquement parce qu'on avait besoin aussi de ces femmes au travail. Mais il y a quand même une idéologie, c'est pour ça que la comparaison, encore une fois, trouve ses limites, c'est qu'il y avait vraiment l'idée d'une promotion des femmes qui soit absolument radicale dans le changement social qu'elle allait opérer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment pas toujours dans la réalité, on le sait, il y avait des différences de salaire qui sont maintenues, mais comme c'est souvent le cas, et il y avait aussi beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est accompagné de tout un discours idéologique qui est là aussi assez puissant. J'avais retrouvé dans une petite pièce de théâtre des années 50, c'est dans la construction d'un grand combinat d'acier. Et c'est une pièce de théâtre que j'ai retrouvée en urbex. Elle était par centaines dans une usine abandonnée. Donc c'était quelque chose qui était diffusé. C'était pas du théâtre élitiste. Et en gros, c'est une femme qui est très engagée dans la construction de ce combinat. Elle est dans toutes les associations des femmes allemandes, etc. Et puis son mari commence à en avoir assez, parce qu'évidemment, si elle est dans toutes les associations, qu'elle s'occupe du combinat, elle s'occupe plus des enfants, de la cuisine, etc. Et il va voir le responsable syndical, il dit, bon, maintenant c'est bien, le combinat est construit, maintenant il faut qu'elle rentre, il faut que ça suffit, qu'elle s'occupe des tâches ménagères. Il lui dit, mais mon gars, t'as pas compris, c'est fini tout ça. Donc voilà, ça c'est la pièce de théâtre qu'on faisait lire dans toutes les usines. Donc bien sûr que c'est de la rhétorique, mais c'est quand même l'idée, là, il y a vraiment un changement social considérable qui est thématique. Donc la question du genre est vraiment prise en considération comme c'est un vrai enjeu. Alors encore une fois, les définitions, les photos qu'on voit dans les livres de propagande, c'est les femmes qui conduisent des grues, c'est des femmes qui se rapprochent au maximum. Alors encore une fois, il y a tout le revers de la médaille, mais c'est quand même là, effectivement, très, très peu comparable en termes de volonté de transformation sociale. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est lumineux, sinon ce serait... Mais en tous les cas, il y a un projet socialiste. Ensuite, il a eu toutes les dérives qu'on veut, il a été accompagné de toutes les violences qu'on voudra, mais il y a quand même ce projet-là, qui est aussi, on le sait aussi, dans le socialisme allemand, il y avait aussi cette idée de l'égalité de la femme qui a été promue, les livres etc., de Bebel et d'autres. Donc du coup, il y a quand même cette histoire de temps long qui est assez fascinante à être mise en place avec toutes les limites qu'on connaît. Ouais, juste pour rebondir sur la question des droits des femmes, il y a aussi cet aspect du fascisme qu'on n'a pas évoqué parce que ça ne faisait pas partie de la discussion, mais dans tout ce qui est le développement du fascisme, il y a quand même une grande réaction à la vague de la lutte des femmes pour acquérir de droits. Et ça, dans le cas espagnol, on voit très clairement la concession du vote avec la Constitution républicaine de 1931, l'accès de la femme à pas mal de métiers, à pas mal de directions générales, même des ministères, mais déjà pendant la guerre. Et dans le fascisme espagnol, il y a la question de la virilité, du masculinisme, etc., est très important. Et aussi, parce que ce qu'on est en train de développer en ce moment en histoire sociale, c'est qu'il faut aussi sortir de cette idée de la femme comme juste une victime du fascisme, parce qu'il y a quand même pas mal des personnes qui font partie de l'encadrage du fascisme de façon très militante, qui sont des femmes aussi. Donc il faut échapper aussi de cette forme de la femme juste comme victime des régimes totalitaires, etc., alors que c'est des actrices principales aussi. Et juste pour revenir sur la question du totalitarisme, il n'y a pas de totalitarisme sans parti. Le parti, que ce soit le Parti communiste ou le Parti fasciste, est indispensable pour la notion de totalitarisme. Donc du moment où on n'a pas de parti, on n'a pas les grands organismes d'encadrement, etc., c'est très difficile de parler de totalitarisme, même si après on peut discuter, c'est effectivement même méthodologie pour les différents groupes sociaux. Donc je parle en termes de comparaison, mais pas absolu, parce que ce n'est pas les mêmes idéologies qui défendent un parti et l'autre. Donc parler de totalitarisme sans parti, sans encadrement, etc., c'est très compliqué. Et parler de totalitarisme à l'époque actuelle, avec le développement incroyable de l'individualisme, il me semble très très compliqué. D'ailleurs, j'imagine que vous avez tous vu sur Netflix, sinon je vous invite à le faire, Le Parcours des tyrans, cette série sur les dictatures, la nature des dictatures, etc. Pas un seul mot sur le parti. Donc c'est vraiment l'explication à la néolibérale des dictatures. Il n'y a que les intérêts personnels du dictateur, il n'y a pas des agents extérieurs, il n'y a pas de parti communiste, alors que c'est impossible d'expliquer pourquoi les régimes communistes arrivent justement, comme on avait dit Nicolas Offenstadt, à avoir une succession, parce qu'il y a le parti, parce que c'est le secrétaire général du parti, alors que les régimes fascistes n'ont pas réussi à avoir un successeur
des fondateurs de régime. Le seul cas était Marcelo Caetano au Portugal, si on peut le considérer comme ça. Et finalement, avec la révolution en 1974, c'était plus le cas. C'était pas le cas non plus en Italie, etc. Donc, comment expliquer ça sans la présence du parti ? Moi, je trouve ça extrêmement compliqué. Et la disparition du parti de l'analyse fait partie aussi de cette vague d'individualisation de l'analyse de absolument tout, qui est vraiment très important pour comprendre même ce qui se passe aujourd'hui avec ce retour de terme totalitarisme appliqué à des réalités qui n'ont rien à voir avec cet encadrement, avec l'État, avec les partis, etc. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.